grisettes. Comment est-ce que vous allez? Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo FAQ. Pendant cette vidéo je vais préparer mes petits plats de la semaine. Je vais m'avancer un peu sur la préparation des repas et du coup je vous répondrai au fur et à mesure aux questions que vous m'avez le plus posées ces derniers temps. Et c'était une vidéo que j'avais vraiment très envie de faire. Mais justement, lorsque je me suis dit, ça me fait penser au fait que j'ai quand même opéré il y a plus d'un an un rééquilibrage alimentaire. Et depuis 6 mois, j'utilise les produits Withings qui m'ont vachement aidée et soutenue durant cette période de post-rééquilibrage alimentaire, puisque il y a un an maintenant, j'ai perdu 15 kilos et je ne les ai pas repris. Et j'avoue que les produits Withings, en l'occurrence de la Scanwatch que je porte ici et la Body Plus, qui est donc la balance connectée, m'a beaucoup soutenue durant cette stabilisation de 1 an. Je suis très reconnaissante auprès de Withings de sponsoriser cette vidéo parce que ça fait donc 6 mois que j'utilise leurs produits. Je peux même plus parler de tests, là clairement j'utilise leurs produits. Ils sont rentrés dans mon quotidien de manière complètement smooth et complètement organique. C'est des produits que j'utilise tout le temps. Je pense que c'est l'un des partenariats qui est vraiment le plus rentré dans mon quotidien, au point où j'ai complètement oublié que c'était un partenariat. Et c'est pour ça que pour clôturer cette collaboration avec eux, je vous en parle ici sur YouTube pour vous donner vraiment mon expérience sur un format peut-être un petit peu plus long. Évidemment, je serai le plus rapide possible, mais vraiment pour vous encourager déjà à craquer pour un des 2 produits Withings que j'utilise au quotidien, et surtout vous dire que ça ferait une superbe idée de cadeau pour vous-même ou pour un de vos proches si vous pensez que l'utilisation peut être intéressante. Donc déjà, je vais vous parler de ma montre Withings que vous m'avez vu déjà dans tout le début de cette vidéo utiliser au quotidien. Je la regarde constamment. Non seulement elle donne l'heure, et je trouve que c'est quand même le minimum pour une montre, même si elle est connectée, mais ce qui me plaît déjà, c'est qu'elle ne ressemble pas à une montre connectée, dans le sens où ce n'est pas un gros écran LED. Voilà. Moi j'aime le fait qu'on est de loin comme ça, comme ça, elle n'est pas l'air d'une montre connectée, qu'elle se fasse vraiment type montre bijou. Elle peut être de différents coloris. Quand vous allez sur le site, vous pouvez sélectionner que ce soit le cadran, la couleur du cadran, le bracelet de différents types en cuir ou pas, en alu, en plastique, enfin vraiment en fonction de vraiment ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse le plus. Et moi ce que j'aime beaucoup, donc du coup, vu qu'elle est connectée à mon téléphone, je reçois mes textos. Lorsque je reçois un appel et que mon téléphone n'est pas à côté, je peux voir et savoir qui m'appelle. Je reçois également mes notifications, le monde, voilà, c'est les choses que j'ai moi configurées. Mais on peut mettre et rajouter plein de choses sur sa montre connectée. Ce que j'aime également aussi, c'est qu'elle me sert de minuteur. Je vous en ai beaucoup parlé sur Insta également, elle me permet de monitorer mon sommeil. La montre, en fait, se rend compte lorsque vous êtes assise beaucoup trop longtemps et elle vibre comme ça de manière très discrète, donc elle ne sonne pas, elle ne sonne jamais, elle vibre contre votre peau et donc quand on regarde, il y a écrit « Faites une petite pause, allez vous étirer », etc. Donc pour moi qui suis une vraie workaholic, c'est vraiment l'idéal. Et récemment, là, depuis l'hiver, j'ai pris une petite habitude que j'essaye de tenir, c'est pas simple, qui est de faire une minute de respiration. Je vais pas appeler ça méditation, parce qu'une minute de méditation, je pense que ça ne sert à rien, mais au moins de respiration pour créer une sorte de minuscule petit sas dans ma journée. Et vraiment, moi qui n'arrive pas à ralentir, à créer des moments de down comme ça dans ma journée, parce que je ne fais que de courir, c'est pas mal. Et donc il y a l'outil, l'outil respiration, je veux dire, dedans, que l'on peut configurer, et elle fait des toutes petites vibrations qui permettent en fait de réguler son souffle et de pouvoir stopper un petit peu. Donc ça vraiment, ce sont les petites choses qui m'ont accompagnée tout le long depuis 6 mois. Je ne vois vraiment plus, je ne vois plus ma vie sans. Elle est avec moi au quotidien et je l'adore. Quant à ma Body Plus, j'avais un rapport assez compliqué aux balances de manière générale, et je pense que lorsqu'on a un rapport assez compliqué à son corps, lorsque finalement son poids devient son ennemi au fur et à mesure du temps qui passe, et moi suite à ma grossesse, etc., c'était devenu très conflictuel. J'avais un petit peu du mal à me dire que j'allais faire un partenariat avec une balance connectée, en me disant qu'il faudrait que je sois confrontée à mon poids tous les jours. Et en fait,
finalement, déjà, puisque j'avais déjà fait mon rééquilibrage alimentaire, j'avais une relation à mon poids qui était déjà un peu plus apaisée. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, mon poids sur cette balance ne s'affiche pas comme une sentence, mais en termes d'évolution. C'est-à-dire, en fait, moi, par exemple, vous savez que j'ai un cycle menstruel qui est assez particulier, mais en l'occurrence, je prends du poids pendant ma période prémenstruelle. En fonction de quand je me pesais avant avec une balance normale, je me disais, putain, j'ai grossi. Alors que la Body Plus de Withings affiche les 8 dernières pesées. Ce qui fait qu'en fait, on voit l'évolution et on voit surtout que c'est cyclique déjà. Donc ce n'est pas une sentence, mais ça se fonctionne plutôt en termes d'évolution. C'était déjà plus apaisant pour moi. Et également, elle affiche plein d'autres données, à savoir la masse d'eau, la masse graisseuse, les os. Donc en fait, de pouvoir se rendre compte que le poids, ce n'est pas juste le poids en fait. Et donc en fait, il y a un rapport à sa balance qui est beaucoup plus informatif finalement, beaucoup moins conflictuel qui s'est installé moi. En plus de ça, elle affiche la météo. Donc je vous avoue que le matin, bon, moi je me pèse après avoir déposé Baby Cerise en général. Donc du coup, parce que je mange en fait juste après, donc voilà. Donc je sais déjà le temps qu'il fait, mais je trouve que c'est pas mal en fait de pouvoir se dire qu'une balance, ce n'est pas que méchant, entre guillemets, que ma montre et ma balance soient connectées à mon téléphone et qu'en fait tout ça fonctionne ensemble en écosystème. J'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vraiment axé finalement sur la santé, ça rentre dans la vie, ce n'est pas des gadgets et c'est vraiment ça qui m'a le plus plu. Je vous encourage à cliquer en barre d'infos pour aller tout simplement craquer vous aussi. Voilà, je vous laisse découvrir cette petite vidéo. Bye bye. Hello mes cerisettes. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo FAQ, donc en fait je vais répondre à vos questions. Et comme j'ai tout un tas de choses à faire, je vais cuisiner en même temps. Donc on va préparer le repas. Alors j'ai plein de trucs à pré-préparer. Vous savez, moi je m'avance vachement dans la préparation des repas parce que je n'ai pas le temps, je n'ai le temps de rien. Donc du coup je prépare en général d'avance les légumes, ce genre de trucs là. Je fais des trucs un petit peu comme ça, du coup c'est stocké dans le frigo, je perds pas de temps. Et ensuite je fais en même temps mon repas pour ce midi qui potentiellement pourra me servir pour manger avec Baby Cerise. Et pendant tout ce temps, je réponds aux questions. Sympa, non? Alors, la première question que j'ai eue... Alors là, déjà, on va commencer par faire le saumon. Je vais en faire d'avance, comme ça, c'est bon. Et en plus de ça, vous allez me voir l'assaisonner et voir comment, du coup, je fais mon assaisonnement, même si j'ai déjà fait des vidéos où on me voit assaisonner mon poisson. Mais hop, comme ça, vous allez tout voir. Alors, la première question porte notamment, donc là je vais couper le concombre après. La première question porte notamment sur comment est-ce que je parviens à gérer la vie d'adulte. Alors, on commence avec une question pas fastoche. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment à partir de la trentaine que je me suis vraiment sentie adulte. Donc là je mets de la sauce d'huître. Pour moi, la vie d'adulte, c'est le moment de la vie où on ne peut plus, où on compte uniquement sur soi, c'est-à-dire où on est censé savoir. Donc, on est censé savoir comment faire ses impôts, on est censé savoir comment se gérer, et on est tellement censé savoir que lorsqu'on a des enfants, du coup, on sait pour ceux qui ne savent pas, en fait. Sauf que je trouve qu'on ne sait pas, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours l'impression de me dire, alors, je pense que je vais aller m'attacher. Quand j'étais plus jeune, vachement plus jeune, je me disais que les adultes savaient tout, évidemment, puisque moi, j'avais terriblement l'impression qu'eux ne savaient pas. Et en fait, maintenant que je suis considérée comme adulte, c'est-à-dire que mon âge permet de pouvoir dire que je suis, je ne me sens pas adulte, en fait. Je me dis, mais non, en fait, je sais toujours pas. Et du coup, ça me permet aussi, dans un certain sens, de pouvoir regarder un petit peu avec une plus grande compassion, finalement, mes aînés, mes parents ou les gens, les adultes finalement avec lesquels j'étais en lien quand j'étais plus jeune, de me dire qu'en fait, eux aussi, ils n'en savaient strictement rien. Alors, je cherche le gingembre, comme ça. Et en fait, ils n'en savaient pas beaucoup plus que nous, en fait. Et comme nous, ils essayaient. Donc, comment finalement j'arrive à gérer ma vie d'adulte? En acceptant que je ne sais pas.
que je n'en sais pas plus et que je fais un petit peu, je suis assez indulgente envers moi-même et de me dire, bon bah oui, il y a des trucs que je sais, que la vie m'a forcé à apprendre et à savoir, et il y a des choses que clairement, bah je sais pas, et peut-être que je le saurai beaucoup plus tard, et voilà. Ensuite, pour tous les trucs terriblement administratifs, qui pour moi sont vraiment pour le coup très inhérents à la vie d'adulte, parce qu'on ne peut plus demander à nos parents de nous prendre des rendez-vous médicaux, n'est-ce pas? C'est nous qui prenons les rendez-vous médicaux pour nos enfants. Et ben, je me force. Et quand je ne sais pas, ben, je cherche. Et du coup, je paye 2 assurances auto. Bon, et ben, tout à l'heure, j'ai typiquement tapé sur Google comment résilier une assurance auto, parce que j'étais persuadée que ça se faisait, entre guillemets, automatiquement. Typiquement, ça, pour moi, c'est des trucs de la vie d'adulte que je ne savais pas, que je pensais que je saurais et que visiblement, je ne sais toujours pas. Ben, je suis bien forcée d'apprendre. Voilà, je suis bien forcée d'apprendre. Et je pense qu'on est nombreux à faire comme on peut, et j'ai l'impression, alors ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup à faire semblant. Semblant de ne plus être des enfants, semblant d'être grands. Alors, j'ai beaucoup eu cette question. Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je me suis remise en couple depuis Monsieur Cerise? Et en fait, pendant un bon moment, oui, je me disais, je le prenais assez mal. Je prenais forcément mal quand on me demandait de retourner avec Monsieur Cerise, parce que bah, finalement, vous n'étiez au courant de rien, juste qu'on s'est séparés. Et je pense que finalement, c'est pas plus mal, parce que Internet, c'est pas comme un truc qui disparaît, dans le sens où un jour, Baby Cerise ne sera plus baby et pourra aller elle-même sur Google et regarder les vlogs de sa maman. Et j'ai pas envie, en fait, qu'elle apprenne, qu'elle lise des commentaires insultants ou sur et sa mère ou son père ou les deux, ou les avis de X et Y sur la vie privée de ses parents. J'ai pas envie qu'elle entende sa maman dire des choses sur son père, en fait, tout simplement. Et c'est pour toutes ces choses-là que je n'en ai pas parlé, que je n'ai pas parlé de la fin de mon couple, et pour lesquelles je n'en parlerai juste pas, que je me suis dit, mais en fait, la prochaine fois que je suis en couple, je n'en parlerai juste pas, jusqu'à ce que ça soit terriblement officiel, genre que j'ai la bague au doigt, et c'est à ce moment-là que je dirais, je ne suis plus célibataire, je suis mariée. Et alors, je n'ai pas particulièrement mis d'eau dans mon vin, parce que oui, j'ai eu des histoires, forcément, hein, ça fait... on arrive en 2023. Février 2023, en février 2023, ça fera 3 ans du coup que je ne suis plus avec le père de Baby Cerise. Alors vous vous doutez bien que je n'ai pas été abstinente et célibataire depuis 3 ans. Alors hop, le saumon c'est bon. Donc oui, évidemment que j'ai eu des histoires, oui, évidemment que je ne suis pas restée célibataire. La preuve, c'est que je n'ai pas de bague au doigt, donc je ne me suis pas remariée. Donc c'est pour ça tout simplement que je ne vous en ai pas parlé. Alors évidemment, oui, j'ai fait des rencontres. Comme je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Ça n'a absolument pas marché et ça m'avait piqué. Et entre-temps, j'ai eu une idylle, un semblant d'histoire, quelque chose qui aurait pu être une histoire, une sorte de coup de cœur, je vais dire ça comme ça. Et ça n'a pas marché non plus, parce que le mec a commencé à parler chinois, et moi, j'ai pas de temps à perdre. En fait, quand on est trentenaire et quand aussi, en plus de ça, quand on est maman, on n'a pas le temps d'être avec des hommes qui se cherchent, des hommes qui sont pas clairs. Et donc forcément, en fait, le tri se fait beaucoup plus vite. La décision de continuer ou d'y mettre fin, je trouve, est plus rapide que lorsque, déjà j'étais plus jeune, parce que comparé quand j'étais mère à quand je suis mère et quand je ne l'étais pas, c'est compliqué parce que y a 6 ans qui se sont passés entre temps, donc j'ai grandi, j'ai vieilli, j'étais en couple, je le suis plus, etc. Mais je trouve quand même qu'on ne dure pas, comme disent les Ivoiriens, on ne dure pas dans mauvais rêves en fait. Quand ça marche pas, quand c'est pas fait pour vous, on se dit j'ai pas de temps à perdre,
Je ne peux pas perdre mon temps parce que j'ai un enfant, parce que je suis âgée. J'ai pas le temps. Et comme tout, parce qu'on n'est pas des personnes en bois et en carton, forcément que ça m'a piqué. Parce que en fait, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Et ça me fait un peu me dire genre, est-ce que l'homme idéal existe? Est-ce que l'homme idéal existe? Non, la femme idéale n'existe pas non plus. Donc voilà. Mais est-ce que le bon pour moi, est-ce que je vais finir par le rencontrer? Est-ce que sans avoir à se remettre en question perpétuellement? Sur le moment, effectivement, que ces pensées-là vous traversent, mais après, très vite, je finis par me dire, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Vraiment, l'énergie que ça me prend, moi, de devoir gérer quelqu'un de bancal, je ne peux pas m'imposer ça. Donc voilà, donc on arrive à la question suivante, qui est, est-ce que, en fait, un jour, je me vois mariée, genre, je me vois refaire ma vie, etc. Évidemment, c'est ce que je cherche. Entre nous, j'ai beaucoup posé la question, est-ce que finalement la vie en couple est faite pour moi? Est-ce que je me vois, entre guillemets, vivre dans une maison avec quelqu'un? Et complètement, genre vraiment, je me vois vraiment partager ma vie avec quelqu'un. Mais je répète, alors je suis bien chargée, mais je répète, pas à n'importe quel prix. Alors ça, je dois le nettoyer. Pas à n'importe quel prix. Je ne me vois pas... je ne veux pas vivre avec quelqu'un en rognant complètement sur qui je suis. Faire des concessions, il n'y a aucun problème. Ça, je sais faire, je veux faire même, avec plaisir. Mais rogner sur qui je suis, en fait, ça fait que la personne ne serait pas avec moi, ne serait pas vraiment avec moi en fait. Ce serait certainement une version édulcorée de ma personne. Alors, j'ai eu la question, est-ce que j'aimerais avoir d'autres enfants? Je me la suis posée aussi parce que la grossesse a été quelque chose de très très compliqué pour moi. Notamment parce que j'ai failli mourir. Voilà, je vous ferai une vidéo sur le sujet bientôt. J'en ai parlé un petit peu, mais la pré-éclampsie, mon SOPK, tout ce genre de trucs, etc. Bon bref. Et du coup, je me disais, en fait, avoir un enfant, ça me va pas trop mal. Et puis, j'ai un petit peu évolué sur la question. Je pense que oui. Je pense que oui, j'aimerais bien... alors, moi, je suis absolument pas pour les gens qui disent « mais la pauvre baby cerise, elle sera toute seule, etc. » Alors oui, moi, j'ai eu des sœurs, je sais pas ce que c'est d'être fille unique. Je pense qu'on ne fait pas un enfant pour que ce soit une poupée pour le précédent ou se dire ah, bah, c'est forcément pour qu'il ait... Ça peut pas être la seule raison, selon moi. C'est comme les personnes qui se disent qu'elles veulent sauver leur couple en faisant un deuxième enfant. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on l'a conçu, c'est pour que l'autre ne se sente pas seul, que le précédent enfant ne se sente pas seul, ou pour qu'il soit, et pour remettre d'ailleurs entre ses mains, dans son existence, c'est pour sauver son couple. Je trouve que c'est lourd pour un enfant. Et moi, je souhaite ça à aucun enfant, en fait. Clairement, oui, j'aimerais bien avoir d'autres enfants, mais la raison pour laquelle j'aimerais bien avoir d'autres enfants, c'est que moi, je me suis toujours vue comme étant une maman de plusieurs enfants, déjà de un. Je ne pensais pas qu'en faire un, ça serait assez compliqué. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis dit « wow ». Et la deuxième raison pour laquelle j'aimerais bien faire un enfant, c'est que je me dis que l'accouchement ne peut pas être que horrible. Il y a des femmes qui aiment être enceintes, qui ont aimé leur accouchement, qui ont trouvé ça beau, etc. Pourquoi moi qui l'ai trouvé atroce à mourir, littéralement à mourir, ça devrait être ça ma seule expérience du truc. Donc je me dis, si c'est seulement la peur de l'expérience d'accoucher qui m'empêche d'en avoir un deuxième, je devrais dépasser cette peur pour en faire un, pour céder à cette envie que j'ai envie. Après, je n'ai pas de fécondeur. Hein. J'ai personne pour faire un gosse, donc forcément, voilà. Je me dis, ouais, j'aimerais bien aller jusqu'au bout d'une grossesse. J'aimerais bien voir ce que c'est. Alors, il paraît que c'est quand même horrible, mais vu que je n'ai jamais vécu
Je ne sais pas moi ce que c'est d'être enceinte de 9 mois. J'ai accouché à la fin de mon 6e. Je ne sais pas ce que c'est de pousser, madame pousser. Je ne sais pas ce que c'est les contractions. Je ne sais pas ce que c'est de voir son enfant tout de suite après l'avoir accouché, vu que moi je l'ai vu 2 jours après en couveuse. Bref, je ne sais même pas à quoi ressemble un enfant à terme. Donc tout ça, je me dis, je ne peux pas... J'aimerais quand même bien vivre tout ça, malgré tout. Alors, vous le savez, je suis une très grande fan de nouilles. Donc, je vais faire des nouilles et du coup, je vais le manger avec un saumon parce que je n'ai pas mangé, donc on va manger ensemble. Donc, je fais les choux-fleurs. Donc, la question était la suivante. Qu'est-ce que la séparation avec le père de ma fille m'a appris? En fait, je pense que c'est un peu compliqué d'en parler sans vous dire les raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre fin à cette histoire. Ce que ça m'a appris notamment, c'est que ce que les autres transposent sur vous, ce que les autres attendent de vous, l'image qu'ils ont de vous, ça peut y céder, vouloir correspondre à cette image, ça peut vous emmener vraiment très 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 loin. Et avec le père de ma fille, je m'étais un peu retrouvée un petit peu coincée, on va dire, dans ce que j'imaginais que les gens attendaient de moi, un petit peu cette image parfaite du couple parfait, alors que moi, à l'intérieur de moi, j'étais pas forcément heureuse et je faisais passer complètement mon bonheur après, pas les apparences, mais un petit peu. C'était même pas les apparences, c'était genre ce schéma, voilà, le schéma de à tel âge il faut être en couple, faire le bon match de couple, avoir un enfant, rester avec la personne, se mettre en ménage, un peu ce truc un peu où tout le monde attend, ce truc un peu parfait, où on se dit à tel âge il faut faire tel truc, cocher les cases. Ben moi j'étais dans ce truc de cocher les cases, voilà. Même si je ne me l'avouais pas, j'étais complètement dans ce truc de cocher les cases parce que je me disais que c'est ce qu'on attendait de moi en fait. Je pouvais pas faire autrement jusqu'à ce que je me sente pas heureuse du tout dans ce truc-là. Pas libre du tout. Que toutes les décisions que je les prenais pas pour moi. Et donc, j'ai décidé de m'écouter, de me choisir, vraiment. Et ça passait aussi par ça. Cette décision qui n'était pas simple. Et je devais aussi entendre ce que les hommes me disaient. Ils disaient que c'est égoïste. Mais en fait, oui, c'est égoïste. Et alors? Je ne vais pas sacrifier ma vie pour faire plaisir aux autres. Égoïste, c'est penser à soi. Le saumon est prêt. Miam miam. Être égoïste, c'est penser à soi. Et pour le coup, je voulais vraiment penser à moi. Je n'en pouvais plus d'être coincée dans ce schéma. Et je me suis dit, c'est quand ma psy m'a dit que ma fille sera plus heureuse avec 2 parents heureux, mais séparés, qu'avec des parents ensemble, mais malheureux. C'est ce qui m'a donné la force. C'était le déclic, en fait, en quelque sorte. Ok Google, minuteur pour 6 minutes. Donc si je dois résumer, ce que la séparation m'a appris, c'est que je suis importante. Je suis importante. Moi, ce que je ressens est beaucoup plus important que ce que j'imagine que les autres vont sentir sur des choses de ma vie à moi. Voilà. Et je pense que d'une certaine manière, ma rupture m'a rendue plus libre par rapport à moi-même, par rapport à ce que je veux vraiment, moi. Alors, la question suivante, c'est quelle est la valeur que mes parents m'ont transmise? Grosse question. Quelle est la plus grosse valeur que mes parents m'ont transmise? Je pense sincèrement que c'est la bienveillance et l'humilité. Parce que mes parents sont des personnes très humbles. Voilà, je pense que c'est vraiment un terme qui les caractérise. Et ils nous ont appris ça. Que le statut social ne définit pas la valeur d'une personne. Qu'il ne faut pas être envieux. Oui, il faut avoir de l'ambition.
mais jamais au point de se perdre ou de perdre son âme à soi. En fait, par exemple, il y avait une phrase que ma mère répétait beaucoup quand on était petite et qu'elle répète toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est que nuls ne sont tes ennemis, tous sont tes instructeurs. Ça veut dire que il y a personne qui, enfin, il y a bien évidemment qu'il y a des gens qui vous veulent du mal, mais qu'il faut le voir comme une leçon. Les choses méchantes que des gens font vis-à-vis de vous, c'est des choses qu'en fait vous pouvez apprendre suite à la méchanceté que ces personnes-là vous ont fait. Ce sont vos instructeurs. Ils vous ont appris quelque chose. Ça vous a fait mal, mais ils vous ont appris. Vous n'êtes pas mieux, vous ne savez pas mieux tout que... Voilà. N'importe quelle personne a une valeur, on a tous la même valeur. Une personne qui a un niveau social inférieur au vôtre ne veut pas dire qu'il vaut moins que vous. C'est vraiment quelque chose qu'ils m'ont appris et que du coup je retransmets à ma fille, qui est important pour moi de retransmettre à ma fille parce que c'est ce que je pense fondamentalement. Et c'est important en fait. Par exemple, pour vous donner un petit exemple sur les choses qui font partie de moi, de qui je suis, avec quoi j'ai grandi, c'est que mon père vient d'une famille socialement élevée au Bénin. Et quand son père est mort, parce que mon grand-père est métis de colon, mon arrière-grand-père était un colon, voilà. Et donc il a abandonné ses enfants noirs quand il a fini sa mission au Bénin. Donc l'un des enfants noirs, en l'occurrence, c'est mon grand-père. Et donc, mais mon grand-père a réussi à être socialement haut dans la société, on va dire ça comme ça. Donc mon père venait d'une famille de notables. Sauf que quand mon grand-père est mort, et ben, toute cette notabilité a disparu. Évidemment, les grands frères et tout ça, les adultes, parce que bon, pour que vous sachiez un petit peu plus sur moi, mon père a 18 frères et sœurs. Voilà, ils sont 19. Avant tout, est-ce que on ne ferait pas un petit latte là pour accompagner ce plat? Je pense. Donc, mon père appartient à ce que eux-mêmes entre eux appellent la deuxième génération, c'est-à-dire que, alors pour que vous vous situez encore un petit peu, mon grand-père est né en 1899, de l'autre siècle, quoi, de l'avant l'autre siècle. Donc, il a des enfants qui sont beaucoup plus vieux que mon papa. Donc, mon papa fait partie des enfants jeunes. Et donc, il avait 17 ans lorsque mon grand-père est décédé. Donc, du coup, il l'a vu vivre avec ses grands frères et grandes sœurs. Et donc, tout ça pour dire que dans les familles, comment on appelle ça, où il y a plusieurs mamans, là, j'ai oublié, polygames, comme mon père était le seul fils de sa maman et que sa maman n'était plus là, du coup, ça a été très compliqué pour lui. Et lui qui avait une vie de notable, on va dire jusqu'à ses 17 ans, il a dû dépendre économiquement de ses grands frères et sœurs qui n'étaient pas très gentils. Et j'utilise un très gros euphémisme. Donc, il y a eu une période effectivement où mon père a beaucoup galéré, notamment lors de son arrivée à Paris, où il a vraiment beaucoup galéré. Il a souffert de la faim, du froid, voilà. Et donc, tout ça pour dire que j'ai été élevée par un monsieur qui finalement a connu en haut, puis en bas, puis en haut, et voilà. Et aujourd'hui, bon, moi, quand j'étais née, la galère était terminée, voilà. Mais c'est pour... J'ai été élevée par une personne qui a vécu ça, donc forcément qui m'a inculqué ça. Que les acquis que j'ai aujourd'hui, si je ne me bats pas pour les conserver, je ne vais pas les garder. Ce n'est pas parce que je viens d'un milieu social bourgeois que ça va rester comme ça toute ma vie. Il faut que je me batte pour ça et rien n'est acquis. Et donc je ne peux pas négliger ou mal parler à quelqu'un parce que je considère que socialement il est inférieur à moi, etc. Parce qu'on ne sait pas, en fait, l'année prochaine où moi je serai, peut-être que je serai pire que cette personne que je considère aujourd'hui comme socialement. Et la personne aussi m'a appris beaucoup que, en fait, finalement, la place sociale ne définit pas quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, le métier ne définit pas quelqu'un. C'est pas parce que tu es riche ou socialement élevé que tu es quelqu'un de bien. Voilà. Et donc, c'est principalement, je pense, les valeurs qu'on m'a le plus inculquées
étant enfant et qui me porte jusqu'à aujourd'hui en fait. Ensuite, la question suivante était quel est mon plus grand accomplissement? Un petit sirop de caramel. Je pense que incontestablement il y a ma fille, n'est-ce pas? Que j'ai un petit peu participé à faire finalement et à continuer à prendre soin d'elle la majeure partie du temps toute seule en fait. Clairement, je suis fière de moi pour ça. Allez, à table. Miam miam. Miam miam. Et mon deuxième plus gros accomplissement, incontestablement cerise, mais d'avoir suffisamment cru en moi pour essayer d'en vivre, pour essayer de le faire surtout à ma manière, de la manière qui me plaît, d'avoir su dépasser tout ce truc du syndrome de l'imposteur, du syndrome de la vieillesse, je sais pas comment on appelle ça, où je me rends compte que les influenceurs sont de plus en plus jeunes. Et est-ce que j'ai toujours ma place, etc. Mais de toujours y croire. D'y avoir suffisamment cru depuis tant d'années pour être aujourd'hui là où je suis et pouvoir en vivre tout simplement. C'est un très gros accomplissement personnel, peut-être mon plus gros à l'heure actuelle. Alors, quelle est ma source d'inspiration? C'est toujours un peu compliqué cette question. Je pense que ma source d'inspiration, je pense que au niveau artistique, comme ça, je pense que forcément que je trouve que c'est assez évident, mais ça va être toutes les influenceuses, les youtubeuses asiatiques qui pour moi sont extraordinaires dans la manière de montrer le quotidien, de montrer la vie réelle, le slow life, comme j'aime l'appeler, enfin comme ça s'appelle d'ailleurs, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Du coup, il y en a, bien sûr, il y a Jenim, il y a Sophia Cheng, et il y en a d'autres, même une Allemande que j'aime beaucoup qui s'appelle Jouzouf. Alors, quand elle fait des vidéos en allemand, malheureusement, je ne comprends pas. Moi, ces vidéos en anglais m'inspirent d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour les sujets, sur la manière de filmer, sur la manière d'aborder les choses, de transmettre une émotion. C'est mes sources d'inspiration personnelles dans mon travail. Après, source d'inspiration dans ma vie, j'avoue que je vais sortir le truc un petit peu bateau de ma maman. Mais parce que je me dis, des fois, je vois comment je galère, moi, avec une enfant. Et je me dis, hey, on avait trois. Ah! En même temps, vous allez me dire, oui, mais toi, t'es célibataire et ta maman, elle était en couple. Oui, mais enfin, mon père travaillait énormément. Et entre nous soit dit, dans la gestion du quotidien, elle était un peu comme une mère célibataire, hein, je ne vais pas vous mentir. Elle m'inspire parce qu'elle nous a transmis du rêve. Par exemple, à la période des fêtes de Noël, elle était drôle, elle légitimait nos interrogations d'enfants, nos doutes. Tout ça, en fait, ça m'inspire pour moi par rapport à ma fille. Après, évidemment, je ne refais pas tout la même chose parce que ma mère a fait des erreurs, tout comme j'en fais moi, que j'essaye moi de corriger. Et après, peut-être Baby Cerise corrigera mes erreurs avec la sienne de fille aussi. Mais oui, elle m'inspire au quotidien, clairement. Alors, j'ai eu la question quant à mon tatouage. Est-ce que j'ai un tatouage? Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait de post officiel, genre, voilà mon tatouage, parce que c'est un tatouage, en fait, très, très, très personnel. Je peux vous le montrer, hein. Et j'ai eu un peu de... Je voulais pas en parler parce que c'était très, très perso, tout simplement. Mes sœurs sont recouvertes de tatouages, elles en font beaucoup, beaucoup. Et donc... et moi, j'avais pas du tout le même avis sur ça. Je pense que j'avais beaucoup plus de mal à passer le pas, tout simplement. Je trouvais ça super beau. Mais sur moi, il y avait le côté définitif de la chose qui me faisait un petit peu peur. Je me disais, mais en fait, je vais vivre avec ça toute ma vie. Et aussi parce que je me suis dit, les tatouages que je voulais faire à l'époque où je voulais en faire au début de ma vingtaine, heureusement que je les ai pas fait. Et en fait, là, j'ai eu envie de le faire. Voilà, tout simplement. Alors, une encre parce que y a quelqu'un dans ma vie qui représente une encre pour moi, vers laquelle je reviens en permanence, qui m'apporte une stabilité, etc. Je vais dire qui, et voilà.
Et la fleur de lys parce que c'est ma fleur préférée, tout simplement. Donc voilà, donc ce tatouage que j'ai voulu visible à ma propre vision, parce que je ne voulais pas un truc caché, je voulais le voir. Je le vis un peu comme un porte-bonheur, un peu comme un talisman, voilà. Je le voulais pas non plus là, je le voulais que même si des fois il est caché, je sais qu'il est quand même là. Et voilà, c'est qui matérialise un ancrage dans ma vie, voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est un tatouage qui signifie beaucoup de choses pour moi et qui m'apporte beaucoup au quotidien. Voilà. Ça, c'était la partie sur mon tatouage. Vous voyez que je suis pas très à l'aise parce que c'est très perso et que j'ai du mal à dire mes trucs très perso sur ma chaîne, mais voilà. J'ai eu la question par rapport à des potentielles prestations de décoration d'intérieur. Alors, je trouve ça adorable et trop gentil que vous considériez que mon style de décoration est suffisamment beau pour que donner envie à certaines personnes de payer pour que je pense leur intérieur. Ça m'a fait... ça me touche énormément. Parce que, bon, je pense que c'est un peu propre aux créatifs, mais en fait, on a l'impression que de pervertir une création lorsque l'argent rentre en question. Et comme c'est ma passion, moi, ça me bouffe un peu de me dire que je vais le monétiser et qu'ensuite, ça va être obligatoire pour moi d'en vivre. Enfin, vous voyez, de gagner de l'argent dessus. Bon, bref, c'est un peu bête peut-être, mais ça me dit pas... Non, vraiment, c'est pas quelque chose qui me plairait. Mais... je pense ne l'avoir pas dit sur ma chaîne, ou pas franchement, ou pas dit clairement. Je vais faire une vidéo sur le sujet. J'ai lancé ma marque. C'est pas forcément cette marque-là que je voulais lancer en premier, mais j'avais tellement de demandes que je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse. Donc j'ai lancé ma marque d'extension pour cheveux de mèches. Voilà. Les mèches que je porte tout le temps, la plupart du temps. Des raw hair, donc c'est-à-dire de la plus haute qualité de cheveux. Et c'est celle-là que je propose à la vente. Donc ça s'appelle Cerise Hair, cerisehair.com. Et je livre à l'international. Donc je dis je, mais en fait, c'est une entreprise que j'ai créée avec mes 2 sœurs. Et nous livrons à l'international. Donc tout le monde peut y avoir ces mèches. Pour l'instant, ce n'est pas encore des perruques, mais vraiment des mèches. Donc des boules de tissage, quoi, on appelle ça comme ça, des bundles. Avec des closures complètement invisibles comme celle-ci. Dans différentes textures, donc ça c'est ce que je propose. Et plus tard, j'espère pouvoir proposer des perruques. Voilà, donc ça fonctionne sous forme de vente privée. Donc le site, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais le site peut être ouvert ou fermé en fonction des ventes. Les ventes durent 5 jours, il y en a 2 par mois. Et voilà, et ensuite on expédie à l'international, etc. Donc, ça, c'est un accomplissement que j'ai fait, donc c'est quelque chose que j'ai créé, mais ce n'est pas tout, et j'ai des projets, ça y est, des projets. Parce que le monde de l'influence, moi, je commence à m'enlacer, tout simplement, ne faire que ça pour ça, ça me plaît de moins en moins. Partager, le cœur de mon métier, vraiment le partage, j'adore. Mais ne dépendre financièrement que de ça, ça ne m'épanouit plus, de moins en moins en tout cas. Et donc, du coup, je veux diversifier. Et donc, j'ai plein de projets pour le diversifier. Donc, là, c'est ma marque de cheveux, mais comme ça, je vois d'autres marques aussi, n'est-ce pas? Et donc là, je ne vais pas forcément vous en parler là, mais vous l'allez voir dans l'année qui arrive, des lancements par-ci et par-là, et notamment des trucs autour de la maison. Voilà, c'est ce que je voulais dire, autour de la déco et de la maison, et aussi autour de l'événementiel. Voilà, et voilà, j'en dis pas plus. Et voilà, j'ai fini. La question qui m'a le plus taraudée pendant ma vingtaine, et auquel je pense avoir répondu maintenant que je suis dans ma trentaine, n'est-ce pas? C'est comment trouver le bonheur. Et en fait, je pense que le bonheur, c'est pas quelque chose qui se trouve. Je pense que c'est quelque chose qui se vit. Je pense que si vous voyez, c'est pas l'arrivée en fait le plus important, c'est la quête. C'est pas de moi. Mais en fait, le bonheur, c'est l'accumulation de toutes les petites choses, tous les petits kiffs, toutes les petites choses qui nous font sourire dans la vie, tous les petits bons moments. C'est ça le bonheur. C'est en filigrane dans la vie. C'est pas des gros moments. Le bonheur, je pense que c'est pas une épiphanie.
C'est des petites étincelles un peu tout le temps. Parce que en fait, quand il n'y a plus ces étincelles-là, c'est là qu'on se dit qu'on est triste, qu'on est malheureux, qu'on n'a pas de bonheur. C'est pas qu'un gros événement n'a pas eu lieu. C'est que toutes ces petites étincelles ont disparu. Et en fait, moi, je vis pour ces petites étincelles. Me rendre compte qu'il y en a plein. Il faut juste les regarder. Regardez par exemple le rayon de soleil. Je parle tout souvent des rayons de soleil parce que je trouve que c'est le plus accessible en termes de bonheur et le plus qu'on se rende compte que c'est même ça en fait. Si on est sensible à la lumière, par exemple comme moi, hein, les enfants du printemps, si on est sensible à la lumière et pas à la chaleur, à la lumière, et ben on se rend compte que ça nous fait du bien. C'est ça le bonheur. Quand on se réveille et que on trouve parfaitement bien les habits qui vont bien ensemble, on met, ça tombe parfaitement, on est content. C'est ça le bonheur. Quand on goûte notre café ou notre boisson du matin et que c'est bon dans notre bouche, on se dit « Ah, ça c'est cool ». C'est ça le bonheur. C'est quand votre bébé ou votre enfant ou votre mari ou votre copine ou votre... vous sourit et qu'il y a ce truc à l'intérieur de vous, c'est ça le bonheur. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est des toutes petites choses. C'est pas un gros truc, c'est pas un... Bien sûr qu'il y a la signature d'un contrat, la signature d'un nouveau job, la signature d'un bail ou de l'achat d'un bien, la naissance d'un enfant, un mariage. Évidemment que ça, c'est des gros bonheurs. Mais c'est des bonheurs autant que les tout petits. Voilà. Et finalement, se rendre compte que toutes ces petites accumulations, c'est... En fait, je vais faire une métaphore. Allez, go, j'y vais. Les toutes petites pétales de la vie forment des fleurs. Et ensuite, quand on a beaucoup de fleurs, ça fait un bouquet. Et c'est ce bouquet-là qu'on veut avoir. Et on ne peut pas espérer qu'on nous offre un énorme bouquet. Il faut se dire que si j'ai des petites pétales, je compose mon bouquet. Et si tous les jours on se dit j'ai des petits bonheurs, des tout petits, comme celui-là pour moi par exemple, des tout petits bonheurs, je suis heureuse. On peut se dire à la fin de la semaine, je suis heureuse. C'est ça le bonheur. Et quand j'étais petite, j'avais beaucoup cette phrase-là parce que je pense que c'est quelque chose qu'on m'a transmis, hein, ce truc par rapport au bonheur. Mais quand on était sur le balcon, parce que jusqu'à ce que j'ai 11 ans, on vivait en appartement, en HLM, avec mes parents. Et du coup, on était sur le balcon avec Camille, ma petite sœur. Et on mettait des nattes ou des pagnes sur le balcon. Et on restait là et il y avait le soleil qui venait et tout. On était là posés. Pour une fois, on ne se disputait pas et qu'on avait un peu de... Maman nous avait donné peut-être un petit peu de gari pour mettre dans nos comment on appelle ça, les dinettes là, un petit peu d'eau pour faire la gadoue dans les dinettes. Et je me rappelle clairement le dire à Camille en disant mais on est heureuse là, non, on n'est pas bien là, et c'est trop bien. Et je disais quelque chose, elle est belle la vie. Je me disais souvent ça à ma sœur et elle aussi elle me le disait. Et je disais elle est belle la vie. Et ma fille dit ça aussi beaucoup pour des petits trucs. Et je me dis que j'ai réussi pour ça. Quand on était sur mon balcon, quand des fois elle regarde par la fenêtre et qu'il y a le ciel bleu, elle me dit ah maman, la vie est belle, voilà, la vie est belle. Et ça je me dis ouais, j'ai réussi un truc par rapport à ma fille, par rapport à moi, parce que ça permet en fait de ne pas être perpétuellement insatisfait. Ça permet de pouvoir pas de se contenter de ce qu'on a, mais d'être heureuse de ce qu'on a, d'être satisfait de ce qu'on a réussi à avoir, de pouvoir savourer ce qu'on a. Et pas de se dire mais je suis triste parce que j'ai pas tel Ferrari, je suis triste parce que j'ai pas une maison avec jardin. Et quand on a la maison avec jardin, on se dit je suis triste parce que j'ai pas une énorme maison avec jardin. Et c'est dommage parce qu'en fait on savoure pas là les choses accomplies effectivement, ce qui fait qu'on n'est pas reconnaissante de ce qu'on a là. Et voilà. Et donc pour moi voilà, je répète, mais le bonheur c'est l'accumulation. Et je pense que c'est l'accumulation de toutes ces petites choses du bonheur qui font qu'à la fin de notre vie, on se dit « j'ai été heureuse, j'ai trouvé le bonheur ». Et j'ai trouvé toutes les petites choses qui composent le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'était ma petite contribution.
Mais c'est fondamentalement ce que je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la tourner un petit peu différemment que d'habitude. Et prenez soin de vous. Choisissez-vous. Soyez bienveillante envers vous-même. C'est le plus important. Et savourez les tout petits bonheurs. Si cette vidéo vous a fait du bien, c'est déjà un petit peu de bonheur. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à la semaine prochaine. Bye bye.